Bonjour, voici une vidéo sur l'inertie des roues de vélo, le moment d'inertie des roues. Alors dans un premier temps je vais montrer ce que c'est et ensuite je détaillerai l'incidence sur les performances à vélo. Et on terminera cette vidéo par un tuto qui vous montrera comment vous allez pouvoir mesurer vous-même l'inertie, le moment d'inertie de vos roues de vélo. Alors pour ça, donc pour montrer ce moment d'inertie, j'ai préparé deux roues donc, qui sont différentes mais qui ont en commun d'avoir le même poids. Donc pour ça, pour vous montrer, je vais les peser avec une balance de cuisine. Donc voilà, mise à zéro. Première roue. « 2256 grammes. Deuxième roue. 2255 grammes. Donc à 1 gramme près, on voit bien, c'est la même masse. Et pourtant, si je lâche ces deux roues sans élan du haut de cette rampe, il y en a une qui descendra plus vite que l'autre. Sauriez-vous deviner laquelle et expliquer pourquoi? Je vous laisse appuyer sur pause le temps d'y réfléchir et je lance à 3. 1, 2, 3. Il n'y a pas photo, on voit clairement que la roue sans pneu accélère plus que celle avec pneu. Pourtant, elles reçoivent la même force puisqu'elles sont sur la même pente et qu'elles ont le même poids. Voyons ce qu'il en est si elles descendent en glissant plutôt qu'en roulant. Pour cela, je les place sur des petites planches à roulettes. Et cette fois, on voit qu'elles descendent à la même vitesse. La différence se fait uniquement lorsqu'elles roulent. Lorsqu'une roue descend en glissant, la force exercée par la pente est entièrement utilisée pour accélérer la roue dans son mouvement de translation. Si les deux roues ont la même masse m et subissent la même force F, alors leur mouvement de translation se fera avec la même accélération A égale F sur m. Mais lorsqu'elles descendent la pente en roulant, les roues font un mouvement plus compliqué qu'une simple translation. Elles tournent en avançant. C'est un mouvement qu'on peut décomposer en un mouvement de translation plus un mouvement de rotation autour de son axe. La force de la pente doit produire une translation plus une rotation. Et c'est là où il y a une différence entre les deux roues. La roue avec pneu est équipée d'un pneu lourd, d'une chambre à air lourde, et j'ai enlevé son axe et ses roulements. Sa masse est essentiellement répartie loin de son axe de rotation. Au contraire, la roue sans pneu a un axe sur lequel sont vissés deux roues libres et des écrous. L'essentiel de sa masse est réparti à proximité de son axe de rotation. De ce fait, il est plus facile de faire tourner la roue sans pneu que celle avec pneu. On dit que la roue avec pneu a une inertie de rotation, ou moment d'inertie, plus grand que la roue sans pneu. Pour une force identique exercée par la pente, la roue sans pneu de plus faible moment d'inertie va donc tourner plus facilement et ira donc plus vite que celle avec pneu. On peut d'ailleurs vérifier que c'est la rotation qui fait ralentir les roues. On va lâcher la roue avec pneu en translation et celle sans pneu en rotation. Je vous rappelle que c'était la roue avec pneu qui allait plus lentement avant. Et voyez, on constate que malgré les frottements sur la planche à roulettes, la roue qui glisse va plus vite que la roue qui tourne. Cela montre bien que la rotation demande un effort qui ralentit la roue. Et cela d'autant plus que le moment d'inertie est grand. Alors, est-ce que ça veut dire que la roue de plus grande inertie a un moins bon rendement, qu'elle perd de l'énergie? Eh bien non. Et voyons pour cela un nouvel essai avec un plan plus large. On voit toujours la roue de plus faible moment d'inertie aller plus vite, et son élan lui permet d'arriver au sommet de la rampe d'en face. Mais on constate que la roue de grande inertie, même si elle va moins vite, arrive ensuite à la même hauteur. Cela signifie qu'elle avait la même énergie cinétique que la roue sans pneu. Elle possède moins d'énergie cinétique de translation, mais plus d'énergie cinétique de rotation. Revoyons l'action au ralenti. Les deux roues de même masse partent sans élan de la même hauteur. Elles ont donc la même énergie potentielle de pesanteur. En dévalant la pente, leur énergie de pesanteur se transforme en énergie cinétique. Elles prennent de la vitesse. Arrivées en bas, elles ont la même énergie cinétique, mais pas la même vitesse. Pour une même énergie cinétique, la roue de plus grande inertie va moins vite. Ensuite, sur le plat, les deux roues perdent un peu d'énergie par frottement sur le sol et avec l'air. C'est pour cela qu'elles ne parviennent pas à la même hauteur qu'au départ. Leur énergie cinétique totale, de translation plus de rotation,
leur permet de gravir la côte. Et comme elles ont la même masse et qu'elles arrivent à la même hauteur, c'est qu'elles ont la même énergie. Les frottements font perdre de l'énergie, mais pas l'inertie. L'inertie stocke l'énergie puis la restitue. Pour résumer, le moment d'inertie des roues, du fait qu'elles tournent quand le vélo avance, participe à l'inertie totale du vélo et du cycliste. C'est de là que vient l'idée que la masse des roues compte double, mais c'est exagéré. D'une part, le moment d'inertie ne compte pas dans le poids du vélo, il n'est donc pas pénalisant en côte. Et d'autre part, pour que l'inertie totale de la roue soit le double de sa masse, il faudrait que sa masse soit répartie sur la bande de roulement du pneu. On va voir tout à l'heure, après avoir mesuré le moment d'inertie d'une vraie roue, quelle est la masse équivalente d'inertie par rapport à sa masse. On verra que c'est loin du double. Voyons maintenant l'influence de cette inertie sur la performance. Pour une vitesse donnée, une roue de plus grande inertie stocke plus d'énergie. Elle sera un peu plus dure à mettre en mouvement, mais elle maintiendra mieux la vitesse acquise. Ce sera plus facile de passer des pavés ou un chemin cassant, et c'est un des avantages des VTT en roue de 29 pouces. Dans une côte, si vous avez du mal à enrouler, le moment d'inertie des roues peut aider à passer le fameux point mort, le passage où les manivelles sont verticales. De plus, un moment d'inertie plus grand ne vous empêchera pas d'atteindre la même vitesse, mais vous l'atteindrez plus tard. Et une fois cette vitesse atteinte, si vous abordez une côte, le moment d'inertie vous permettra de moins se ralentir, car c'est de l'inertie sans poids. L'inconvénient, c'est si vous faites un parcours où il faut freiner souvent. Vous perdez à chaque coup de frein l'énergie cinétique stockée, et alors oui, une roue de plus grande inertie vous fera perdre un peu d'énergie et de temps à chaque accélération, à chaque relance. Là où cela peut être décisif, c'est lors d'un sprint démarré à basse vitesse, par exemple en sortie d'un virage serré. Voyons l'évolution de la vitesse d'un cycliste depuis un démarrage à 18 km/h, soit 5 mètres par seconde. Cette simulation a été réalisée pour un sprint sur le plat avec une puissance constante de 1300 watts, avec une masse équivalente de 75 kg pour la courbe bleue et une autre de 90 kg pour la courbe rouge. La simulation prend en compte les frottements de roulement et aérodynamique. On constate que les deux cyclistes arrivent à atteindre la même vitesse maximale, mais le cycliste rouge de plus grande inertie y arrive plus tard. Le bleu, avec une inertie plus faible, va systématiquement plus vite, il creuse un écart. Ce qui est intéressant, c'est d'évaluer cet écart creusé dans le cas d'une différence d'inertie réaliste, histoire de voir si ça vaut le coup de s'intéresser à l'inertie des roues. Cette deuxième simulation montre, toujours avec les frottements et avec la même puissance, l'écart qui se creuse au cours du temps pour une différence de 100 grammes sur une masse totale de 75 kg. Cette différence sera par exemple due à des jantes de même poids mais dont le moment d'inertie serait plus grand de 6 grammes mètre carré par jante, ou à une paire de pneus 50 grammes plus lourde, 25 grammes par pneu, ce qui apporte 100 grammes d'inertie car les pneus sont en périphérie de la roue. La simulation montre qu'un écart se creuse au fil du temps et qu'il est de l'ordre d'une dizaine de centimètres. Cette simulation montre que le sprinter avec 100 grammes d'inertie en plus sera distancé de 5 cm au bout de 10 secondes et de 8 cm au bout de 15 secondes. C'est peu, mais certains sprints se gagnent à quelques centimètres près, donc c'est important. La même simulation montre l'évolution de l'écart en fonction de la distance parcourue. On voit qu'une centaine de mètres après le démarrage, un écart substantiel apparaît déjà. Ce graphique montre par exemple qu'au bout de 100 mètres de sprint, les 100 grammes d'inertie supplémentaires font perdre 4 cm. Au bout de 300 mètres, il y a presque 10 cm d'écart, c'est-à-dire que le sprinter ferait 300 mètres avec 75 kg et seulement 299,9 mètres avec 75,1 kg d'inertie, soit 10 cm perdus sur 300 mètres. Donc je pense qu'après la rigidité, le moment d'inertie des roues est un paramètre très important, presque aussi important que leur masse. Et pourtant, qui connaît le moment d'inertie de ces roues? C'est pour ça que je vous propose un protocole afin de mesurer le moment d'inertie de vos propres roues. Alors pour ça, pas besoin d'un matériel spécial. Il va vous suffire de 3 mesures et un calcul. Et hop, vous avez le moment d'inertie de vos roues. Donc première mesure, alors vous pouvez choisir de mesurer juste le moment d'inertie de la jante nue ou alors de la roue tout équipée. Mais dans tous les cas, il faudra enlever, s'il y en a un, il faudra enlever l'axe rapide parce que ça fausserait la mesure.
Donc je l'enlève. Donc première étape, on doit peser la roue afin de connaître sa masse. Donc toujours pareil, la balance de cuisine. Voilà, mise à 0, je pose la roue dessus. Et là j'ai une masse de 1278 grammes. Donc je le note. M égale 1278 grammes. Ensuite, la manip va consister à placer la roue sur une potence solidement fixée qui doit être bien rigide et il faudra la faire osciller. Alors dans un premier temps, on va mesurer. Deuxième mesure, c'est la distance entre le point de contact et l'axe de la roue. Donc j'essaie de mesurer le plus précisément possible. Là, j'ai 295 mm. Donc, L égale 295 mm, ce qui fait 0,295 mètres. Voilà. Ensuite, troisième mesure, il va falloir faire une légère oscillation, il faut que ça soit de faible amplitude. Alors, comme ceci. J'aimerais bien qu'elle reste dans l'axe. Il faut qu'elle reste en oscillant dans ce plan-là. Et donc on va chronométrer la période d'oscillation. La période d'oscillation, c'est la durée pour faire un aller-retour. Alors pour être précis, au lieu de chronométrer juste une seule période, on va en chronométrer un grand nombre et on va diviser par ce nombre. Alors c'est parti, je vais démarrer le chronomètre au moment où la roue part vers la droite et je compterai ensuite 1, 2, etc. jusqu'à 50. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 48, 49, top 50. Donc j'ai 1 minute 14 secondes et 70 centièmes. Donc si vous n'êtes pas sûr de votre résultat, n'hésitez pas à le noter et à faire une deuxième mesure pour vérifier que vos mesures sont toujours assez proches l'une de l'autre. C'est un signe que la mesure est précise. Donc je note, j'ai 50 périodes à 1 minute 14, ce qui fait 74 secondes, 70. Donc pour avoir la valeur d'une période, je vais diviser 74,7 par 50, puisque j'ai pris 50 périodes. Donc je prends ma calculatrice, je fais 74,7 divisé par 50, et donc j'ai une période de 1 seconde 494 millièmes. Donc je le note, T égale 1,494 secondes. Maintenant on peut passer au calcul. C'est une formule pas très simple que je ne vais pas démontrer. Le moment d'inertie se nomme J. Donc on a J égale M fois L fois, entre parenthèses, T carré fois G sur 2pi carré moins L. G, c'est l'accélération gravitationnelle. Elle vaut environ 9,81 mètres par seconde au carré en France. Alors avec ces valeurs, la formule devient J égale M fois L fois, entre parenthèses, T carré divisé par 4,02 moins L. Donc avec mes mesures, je fais 1278 fois 0,295 fois, ouvrez la parenthèse, 1,494 au carré divisé par 4,02 moins 0,295, fermez la parenthèse, exécuter. Ce qui me donne 98 grammes mètre carré. Alors une fois qu'on a le moment d'inertie de sa roue, on peut calculer la masse équivalente, c'est-à-dire ce que ça apporte comme inertie d'un point de vue translation, comme si c'était une masse en translation. Donc pour ça, il faut diviser le moment d'inertie par le rayon de la roue complète, depuis la bande de roulement du pneu jusqu'à l'axe, élevé au carré. Donc si on veut faire ça en mesure, là j'ai
345 mm, c'est-à-dire 0,345 mètres. Donc je vais diviser mon moment d'inertie par 0,345 deux fois. Hein. Donc au carré, je divise deux fois de suite par 0,345. Et dans ce cas-là, ça me donne une masse équivalente de 800 grammes. Ce qui veut dire que cette roue, concrètement, comme inertie, elle apporte d'une part son 1278 grammes, qui est sa masse, plus 800 grammes du fait qu'elle doit tourner. Alors c'est pas une masse supplémentaire qui compterait dans une côte, mais c'est l'équivalent d'une masse supplémentaire à accélérer en translation. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on dit que les roues ont le poids qui compte deux fois. C'est pas rigoureusement exact, hein, c'est pas 1278 grammes deux fois, c'est 1278 plus 800 grammes pour cette roue là. Donc dire qu'elle compte pour deux fois, c'est exagéré, mais ça compte pour plus d'une fois quand même. Hein, donc une fois de plus, voilà, c'est l'influence du moment d'inertie des roues. Voilà, je voudrais terminer cette vidéo en vous invitant à participer vous aussi dans la connaissance. Ça consisterait à ce que, si pour ceux parmi vous qui prenaient la peine de faire des mesures du moment d'inertie de vos roues, de mettre en commentaire vos résultats en précisant le modèle de la roue, si c'est une roue avec telle marque de pneus ou une roue nue, une roue avant ou une roue arrière, et de donner le moment d'inertie de votre roue. Ça pourra permettre à d'autres utilisateurs, en consultant les commentaires, de voir un petit peu le moment d'inertie des différentes roues, des différents modèles, et d'orienter leur choix. Je vous remercie, au revoir.